Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous, député de la France Insoumise, patron de la commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est quoi votre regard, là je parle d'hommes politiques, de responsables politiques, sur ce qui s'est passé au salon de l'agriculture ce week-end? Il y a d'un côté un monde agricole qui est furieux contre le pouvoir en place, tout simplement parce que pour l'instant, face à un désarroi et face à une incertitude sur l'avenir, notamment liée au fait que les gens n'arrivent pas à vivre de leur travail, c'est ça le fond, on a répondu à côté. Bon. Donc il y a ça d'un côté, puis de l'autre côté, il y a à la fois de la part de M. Macron et puis de la part du RN, bien suivi par les médias, l'idée d'installer un duel comme si la vie politique se résumait en réalité à un affrontement entre le pouvoir en place, M. Macron, et le Rassemblement national. Voilà, je pense que les deux ont joué ce week-end. Il y a eu des annonces en fait ces dernières heures pour les agriculteurs, notamment une saluée par la France Insoumise, la mise en place à venir de prix planchers. Vous disiez, la question c'est la rémunération des agriculteurs, donc ça c'est une mesure que vous saluez. Oui, alors ça dépend parce que, comme d'habitude chez M. Macron, il y a des annonces et puis après il faut écouter les détails. D'accord ? Alors si j'ai bien compris, ça sera peut-être au niveau européen. Si c'est au niveau européen, ça ne se fera pas. Disons-le clairement, il n'y a pas d'harmonisation capable d'imposer un prix plancher au niveau européen. Bon. Deuxièmement, il a l'air de dire que finalement c'est le marché plus ou moins qui dictera ce prix de base. Bon, nous, on a fait une proposition de loi en novembre dernier, combattu d'ailleurs par M. Macron, combattu par M. Fesneau, qui dit que si on fixe des prix de base, il faut que ça soit l'État avec un comité qui se réunit avec tous les professionnels et autres, et qui notamment prend sur les marges de l'agro-industrie. Parce que le problème qu'on a dans ce pays, c'est pas qu'on n'arrive pas à vendre, c'est pas que les produits se vendent pas cher, c'est pas que vous n'achetez pas, vous, consommateurs, des produits pas chers, c'est le fait que les agriculteurs n'en vivent pas et qu'après, l'agro-industrie se fait des marges absolument scandaleuses. Donc c'est que l'agro-industrie. Parce qu'en fait, si on regarde au deux bouts de la chaîne, j'ai interrogé M. Chaban il y a quelques jours sur ce sujet qui est le patron de... C'est qui le patron, justement? Une marque consommateur. Bon, il y a le consommateur, le producteur, entre les deux, on a l'impression que tout le monde prend de l'argent. Oui, mais enfin, le producteur en prend le moins. Non, je dis entre le producteur et le consommateur, les gens qui sont au milieu. Clairement. Et donc là, vous dites l'agro-industrie. De ce que je regarde dans les marges des entreprises, qui expliquent d'ailleurs en grande partie l'inflation depuis un an, c'est plutôt l'agro-industrie, aujourd'hui, qui en prend le plus. Bon, voilà, je regarde les chiffres économiques, les chiffres de l'INSEE, Donc c'est là-dessus qu'il faut attaquer. Bon, il faut faire en sorte que les gens puissent vivre leur travail. Et il y a un deuxième pan, c'est le fait qu'on ne puisse plus, en France, importer des produits qui sont produits de manière écologiquement et socialement irresponsable. C'est ça, à mon avis, les deux tenants. C'est-à-dire, j'entendais par exemple un agriculteur hier qui disait « Moi, mes pommes, elles sont en train de pourrir sur mes pommiers. » Et puis d'un autre côté, on vend des pommes qui arrivent de je ne sais où, fabriquées souvent avec des produits qui, en France, sont interdits ou limités. Bon, c'est insupportable. Monsieur Coquerel, si vous le voulez bien, mettons votre casquette de patron de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Révision de croissance à la baisse en France, 1,4 à 1, ce qui entraîne 10 milliards d'économies immédiates, annonce de Bruno Le Maire. On a eu la ventilation en fin de semaine passée. Je vois un sourire presque jaune, je pense, se dessiner sur votre regard. Il y a 5 milliards d'économies sur le train de l'État, pour dire les choses, et puis 5 milliards ailleurs, notamment sur ma prime rénov, notamment sur l'aide au développement. Vous avez été consulté ou pas ? Alors, j'ai pas été consulté, et il faut le dire, c'est que dès le mois de décembre, où on débattait du budget, même novembre, tout le monde annonçait que les 1,4 étaient du vent, quoi. Tout le monde savait que ça serait vraisemblablement 0,7, 0,8, même les 1% annoncés sont encore bien trop optimistes. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les institutions financières, tous les économistes et autres. La Banque de France dit 0,9. Oui, voilà. Donc, on était loin des 1,4. Donc, le gouvernement a proposé un budget insincère, donc a avancé des chiffres insincères. De toute façon, on me dirait, comme il nous propose même plus ni d'en débattre, ni d'en voter, il y a un contournement de l'Assemblée généralisé. Et là, il revient maintenant en disant, ah bah tiens, nos chiffres sont pas les bons, donc on va diminuer de 10 milliards le budget général. Mais c'est une politique qui, alors, sur la forme, c'est pas supportable. D'accord ? C'est pas supportable qu'un mois et demi après la discussion budgétaire, non seulement on revienne, mais on l'applique par décret. On ne nous propose même pas un projet de loi de finances rectificative qui permettrait au Parlement de débattre, de proposer peut-être des alternatives. Et puis deuxièmement, sur le fond, d'un point de vue économique, les économistes savent bien une chose. Et les Américains sont en train de le montrer, parce qu'ils font l'inverse. Et la comparaison entre les États-Unis et l'Europe sont plutôt à l'avantage des États-Unis en ce moment, en termes de croissance et d'emploi. C'est que quand vous avez un risque de récession économique, c'est pas là où baisser les dépenses publiques. Parce que les dépenses publiques, chacun le comprendra, c'est aussi des recettes pour l'économie. Alors là, il n'y a pas de baisse des dépenses publiques. Il y a une baisse de la hausse. C'est-à-dire que les enveloppes qui étaient prévues pour le développement seront moins importantes. Oui, d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque année,
vous avez des chiffres qui sont avancés qui correspondent à l'augmentation de la population, à l'augmentation de la demande, etc. Quand vous baissez cette hausse, ça veut dire que de facto, il y aura moins de moyens pour les services publics. Je vous donne un exemple. L'éducation l'enseignement supérieur, l'éducation, la recherche, c'est 1,5 milliard en moins. Donc beaucoup sur ce qu'on appelle le titre 2, c'est les effectifs. Donc on va supprimer les effectifs. Et en même temps, on a une ministre qui nous dit on va mettre des groupes de niveau, il va falloir plus de monde. Vous voyez bien que tout ça est incohérent. Dans le sillage de ces conversations, Attac a développé une banderole sur un hôtel à venir construit par LVMH, un hôtel Vuitton sur les Champs-Élysées. Tax the rich, c'est ça la banderole géante qui a été développée sur la façade. Est-ce que c'est une action que vous soutenez ? Bien sûr que je la soutiens. Je la soutiens parce que le problème, il est là. Il y a un problème de partage des richesses. C'est pas qu'on ne produit pas assez de richesses dans nos pays. Arrêtons de faire croire que la France n'a pas d'argent, etc. C'est le fait qu'elle est répartie de plus en plus inégalement en faveur de très peu de personnes qui se concentrent, qui sont les détenteurs de capitaux, à qui M. Macron a fait des cadeaux fiscaux. Donc, il faut revenir là-dessus. M. Tabarez a augmenté cette année ses revenus de 53%. Il est à 36 millions d'euros par an. D'accord ? En même temps, il supprime 30 000 emplois dans son groupe. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais il a rendu Stellantis profitable là où Stellantis ne l'était pas avant son arrivée. Donc les seuls critères de ce capitalisme-là, financiarisé, c'est de savoir si les cours de la bourse nourrissent en dividendes les actionnaires. Une entreprise qui va mal, ce sont des emplois qui sont détruits, non, parce que bah oui, mais là, d'accord, mais là en ce moment les emplois sont détruits. C'est même parce que les emplois sont détruits que le cours de la bourse augmente. Vous voyez bien que c'est un système qui tombe sur la tête. C'est-à-dire c'est un système qui n'a même plus de vision entrepreneuriale, qui n'a même pas l'idée que l'entreprise doit dans les années à venir investir et autres. C'est uniquement les cours de la bourse pour nourrir la rente capitaliste. Et notre système, M. Macron a avantagé ça de manière considérable depuis 6 ans. Et c'est ça l'argent qui manque. Je vous donne un exemple. On dit qu'il manque 10 milliards. Pourquoi pas ? Moi, je pense que ce n'est pas la question de la dette qui doit être prioritaire, c'est la dette écologique. Mais admettons, je veux bien rentrer dans cette logique, mais on avait proposé des amendements à l'Assemblée nationale avec une partie de la majorité, qui était majoritaire dans ma commission, qui proposait 15 milliards d'entrées d'argent dans l'État en prenant, très franchement, sur les super dividendes, sur les super profits, sur des gens qui ont tellement d'argent qu'ils n'en ont pas besoin. Faisons cet effort-là, ça sera préférable d'aller prendre sur l'éducation ou la transition écologique. Vous dites à l'instant, selon moi, ce n'est pas la dette la priorité, mais la dette, elle existe et la France n'est pas unie. Il faudra la rembourser à un moment donné. Oui, d'accord, mais la dette existe, oui, vous avez raison. 3 000 milliards. Pour l'instant, contrairement à ce qu'on dit, non, ne dites pas 3 000 milliards. Ce qu'il faut regarder chaque année, c'est la charge de la dette, ce qu'on paye comme intérêt. Oui, non, mais c'est une réalité, vous contestez ce chiffre. D'accord, la charge de la dette, c'est une réalité. Oui. Elle est aujourd'hui de 1,9% du PIB. En 2027, elle sera de 2,2 si d'après les chiffres. Donc, est-ce que c'est insurmontable ? Est-ce qu'à côté de ça, quand par exemple on voit qu'on a une dette écologique qui, on ne doit pas passer à nos enfants, parce qu'elle est mortelle, est-ce que le moment est venu de dire on va regarder, on va baisser cette charge de la dette, ou est-ce que le moment est venu de dire on va investir d'un point de vue écologique ? Et figurez-vous, si on investit d'un point de vue écologique, ce qui se passe, c'est qu'on crée de l'emploi. On crée de l'emploi dans des filières de rénovation thermique, au lieu de diminuer MaPrimeRénov'. On crée de l'emploi dans l'énergie renouvelable. Ça crée des impôts, ça crée des cotisations, et même pour la dette, à la fin, ça peut s'avérer bon. Un dernier mot, Monsieur Coquerel. Vous avez vu donc que l'Allemagne légalise le cannabis, 3e pays européen après Malte et le Luxembourg. Est-ce que vous souhaitez que la France le fasse ? Oui, j'ai fait une proposition de loi en ce sens-là, pour les mêmes raisons que les Allemands, pour des raisons de sécurité, parce que la prohibition, ça ne marche pas. Vous entendez tout à l'heure M. Perry dire ça, et je suis d'accord avec lui, et des problèmes, des questions de santé. Parce que c'est comme les cigarettes et l'alcool. Une véritable politique il vaut mieux admettre qu'il y ait des consommations, le contrôler par l'État, contrôler la qualité du produit et faire en sorte qu'il y ait une véritable politique de prévention. Au lieu de ça, on est le pays en France où il y a le plus d'interdictions et où le cannabis est le plus consommé et le plus dangereux. C'est ça le bilan. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.